c'est des jardins populaires menacés par un projet d'écoquartier. Donc finalement, en fait, c'est deux visions de l'écologie qui s'affrontent. Une vision plutôt d'une écologie populaire, d'une écologie du déjà là. En fait, ces terres, elles sont riches, elles ont été maraîchères. Pourquoi les artificialiser? Versus de l'autre côté, une écologie qui est destinée un peu plus à des classes supérieures, qui va être aussi une écologie un peu plus technique, des technosolutionnistes, où on va construire des bâtiments intelligents, etc. Bienvenue dans le podcast Oser, une émission d'écologie politique qui donne la parole à des intellectuels, des chercheurs et des professionnels pour mieux comprendre les enjeux sociaux et écologiques de notre monde. Bonjour Flaminia Padéou, bonjour Tanguy Martin et bienvenue sur le podcast Oser. Merci, bonjour. Bonjour. Merci à vous de venir sur le podcast pour venir discuter, présenter votre collectif Reprise de Terre et discuter justement de ces actions, de pourquoi est-ce que c'est important de reprendre des terres à qui et comment est-ce qu'on s'y prend. Pour introduire le sujet, est-ce que vous pourriez déjà vous présenter individuellement et puis présenter aussi le collectif ? Oui, alors je suis Flaminia Padéou, je suis enseignante-chercheuse en géographie à l'université Sorbonne Paris-Nord, qui est une université qui se situe en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Et j'ai rejoint le collectif Reprise de Terre autour de 2020-2021. Et donc bonjour, Tanguy Martin, moi je suis ingénieur agronome, je travaille pour un mouvement citoyen qui s'appelle Terre de Liens, même si je précise que je n'ai pas du tout de mission de porte-parole là ce soir pour ces attributions-là, et j'ai aussi rejoint le collectif Reprise de Terre aux alentours de 2021, je pense, en 2021. Génial, mais du coup c'est quoi Reprise de Terre ? Ouais, donc Reprise de Terre, on appelle ça un collectif d'enquête militant. Ça réunit des gens qui essayent de mener des enquêtes, de comprendre un peu le monde qui les entoure, souvent sur des objets qui peuvent être assez proches de leur militance, de leur travail, de leur lieu de vie. Autour de la question des terres, de cette question de ce qu'on appelle le foncier, la terre dans sa relation avec les êtres humains, et avec cette idée de l'aborder sous tout un tas d'aspects qui sont souvent traités en silo. Donc, on avait l'habitude de s'organiser en axes. On avait un axe des terres et de la nature en ville, un axe autour des conflits entre les usages humains et la protection pour les usages sauvages de la terre, puis un axe autour des questions plutôt agricoles. Ouais, en fait, ce qui est intéressant dans Reprise de Terre, c'est qu'il y a des gens qui viennent d'horizons assez différents. Il y a des chercheurs et des chercheuses, il y a aussi des habitants de lieux en lutte, il y a des militants, il y a des gens qui sont dans des dynamiques associatives, il y a des gens qui viennent du syndicalisme. Et donc l'idée, en fait, c'était de créer un groupe qui soit aussi horizontal que possible, où en fait il n'y a pas une parole scientifique qui est au-dessus d'une autre parole, mais où en fait on est là pour échanger à partir de différents points de vue et d'essayer de trouver vraiment une sorte de composition entre nos savoir-faire par rapport à là d'où on vient, nos expériences, quoi. Et de toujours être dans un rapport plutôt de savoir situer. Donc il y avait vraiment cette idée à la fois de décloisonner en termes de statut, d'horizon, mais aussi justement de thématiques et de territoires qui en fait souvent se parlent pas, parce que voilà, il va y avoir un effet un peu de spécialisation sur les questions agricoles, sur les questions urbaines ou sur les questions sauvages. Et c'est justement autour de cette idée du foncier, c'est pour ça que ça s'appelle Reprise de Terre, qu'on avait l'impression qu'il y avait un lieu commun, en fait, justement pour discuter ensemble et pour pouvoir nouer des questions et dénouer un peu des problématiques et des enjeux qui nous paraissaient fondamentaux. Mais super, et quelles sont les activités menées par le collectif ? Alors le collectif, il s'est créé à un moment où on voulait essayer de faire front commun, donc c'était juste après la fin du déconfinement, donc c'était aux alentours de 2021, et l'idée donc c'était de réunir tous ces gens-là, de faire un espèce de grand
grand débat, un grand temps à Notre-Dame-des-Landes, donc ça c'était en août 2021, pour en ressortir et faire front commun, toutes et tous. Alors c'était un petit peu ambitieux, je ne sais pas si on a réussi à faire front commun, mais en tout cas je pense qu'on a réussi à semer des petites graines à différents endroits. Ensuite, on a continué dans l'idée de justement visibiliser ces thématiques et l'interpénétration de ces thématiques autour des questions de la Terre. Et ça nous amène aujourd'hui à un groupe qui est un petit peu plus restreint que ce qu'il était au démarrage et qui va avoir des activités de communication sur une chronique dans la revue Fracas. Abonnez-vous. Qui est aussi une revue qui traite des questions d'écologie politique, donc sur justement les tactiques de reprise de terre, quels outils on a concrètement, et on essaye plus généralement d'avoir un travail de recensement, je ne sais pas comment on dit. Recension justement des différentes tactiques à l'œuvre et des différents outils utilisés. Donc pour l'instant, il n'y a pas de publicisation de ce travail-là, c'est un travail au long cours, on verra ce qu'on en fait. Et puis on essaye aussi d'enregistrer des petits podcasts. Tu disais que le tien était niche, le nôtre est certainement encore plus niche. Mais voilà, on essaye de visibiliser ça et de donner la parole à certains et certaines qui peuvent avoir des choses à dire là-dessus. Ouais, en fait, moi je me souviens quand même des débuts de reprise de terre où en fait ce que j'ai aimé, c'est que j'ai l'impression que c'était un espace quand même de brassage et de rencontres. En fait, on se faisait des week-ends, un week-end tous les quelques mois, et on se retrouvait dans un lieu qu'on nous prêtait. Déjà, c'était une expérience de l'autogestion, parce que j'étais assez impressionnée à une 50aine de personnes, et c'était hyper bien autogéré, je dirais. Et surtout, en fait, les gens venaient pour présenter un peu ce sur quoi ils travaillaient à ce moment-là, leur enquête du moment. Et c'était hyper riche, parce que je trouvais que c'était des échanges qui étaient à la fois super bienveillants, mais aussi avec, je sais pas, je sentais comme une sorte peut-être de positionnement politique commun, où en fait à la fois il y avait une sensibilité écologique aux questions du vivant, mais en fait à la fois on n'était pas non plus dans une vision naïve de réenchantement du vivant, mais vraiment en prenant à bras le corps des grosses questions structurelles comme le productivisme agricole, comme les inégalités territoriales, comme les injustices environnementales. Et moi je me retrouvais en fait vraiment là-dedans. Donc je pense qu'il y a eu un temps aussi peut-être un peu d'acculturation commune, en fait, de se connaître les uns les autres, de savoir en fait quelles sont un peu les positions, les valeurs que les uns les autres qu'on défendait, et avec justement cette idée qu'il y avait des lignes de conflictualité, qu'elles n'étaient pas là non plus pour être tues, mais que comme on avait cet élan commun, ça permettait en fait peut-être de partager en fait des choses sur lesquelles on n'était pas toujours tout à fait d'accord. Peut-être qu'on pourra en reparler. Et en fait, de cette temporalité un peu de rencontre, j'ai l'impression que ce qui s'est dessiné aussi quand même, puisque ta question c'était autour des activités, c'est qu'il y avait un enjeu d'outillage à la fois culturel, technique, intellectuel important, quoi, qui nous animait, de nous dire en fait l'idée c'est pas non plus juste de se retrouver et de discuter, mais qu'est-ce qu'on fait de ces discussions, comment on les transmet, et comment on les transmet dans une perspective tactique, dans une perspective pratique, mais qui soit tout le temps corrélée un peu aux grosses questions, quoi. Et c'est pas évident de faire l'aller-retour entre justement stratégie et tactique. Et c'est là peut-être qu'est venue aussi renforcer ça, l'idée de l'enquête, et notamment de l'enquête militante, là aussi, qui est vraiment centrale pour nous, quoi. De cette idée qu'en fait, on essaye le plus possible de parler d'un endroit où l'un d'entre nous, plusieurs d'entre nous, ont enquêté au long cours avec différentes techniques, quoi, différents outils de l'enquête. Mais qui permettait là aussi de ne pas arriver en disant regardez, on va faire un espèce d'éventail de tactiques toutes faites, mais de dire voilà, comment est-ce que ça atterrit dans tel territoire, avec tel groupe, et à chaque fois ce qui marche, mais aussi un peu ce qui coince, et d'essayer de mettre l'appui en fait sur un petit peu ces difficultés, quoi, faire advenir le changement. C'est vrai que c'est un peu avec cette idée en tête que j'ai voulu faire cet épisode avec vous, puisque moi j'ai connu le collectif grâce à un hors-série de Socialterre qui est sorti il y a 2-3 ans maintenant, et où j'étais vraiment marqué par
la richesse des stratégies et des tactiques que vous proposiez dedans. Et c'est vrai que voilà, j'aimerais qu'on en parle dans le podcast. Mais avant toute chose, peut-être pour situer un petit peu la problématique, les enjeux et le pourquoi, faisons déjà un point sur le ou les fonciers, la question de la terre en fait. Pourquoi est-ce que c'est intéressant, pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser au foncier, pourquoi est-ce que pour vous c'est central? Alors, on va la faire très old school. Je vais commencer par les questions théoriques, hein, un peu surplombantes. Et puis, je pense qu'on va essayer de réatterrir sur des choses peut-être plus sensibles. Mais dès le début de l'idée, je pense à la fois d'écologie, mais même d'économie politique, la question de la terre, elle est vraiment centrale. Et c'est même la naissance du capitalisme. La naissance du capitalisme, c'est la séparation des êtres humains de la capacité à produire leur subsistance, et donc notamment de la terre. Ce qui fait que les gens vont être obligés de vendre leur force de travail parce qu'ils n'ont plus la capacité d'auto-reproduire juste leur vie, d'assurer les moyens de la reproduction de la vie, et notamment de la vie humaine. Donc ça, c'est Marx, en fait, tout simplement. Mais Polanyi, un peu plus tard, va parler de marchandises fictives, donc qui est quelque chose qui a un prix, a une valeur, s'échange, est une marchandise, mais n'a pas été produit par du travail humain. Donc c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, et c'est vraiment au centre de ces enjeux-là. Si on l'approche par une autre thématique, c'est aussi quelque chose qui est central pour les écoféministes, qui font un parallèle justement entre ces enclosures, l'appropriation de la terre et l'appropriation du corps des femmes. Donc voilà, il y a tout un tas de fils qui sont hyper centraux dans les enjeux actuels, à la fois de justice sociale, les questions de climat, les questions d'effondrement de la biodiversité. Et donc voilà, la terre, elle est toujours au centre de ça. Ouais, pour rebondir sur ce que dit Tanguy, en fait, je pense que la question foncière, elle est centrale à partir du moment où on considère que la propriété, ça a été un outil énorme, en fait, pas seulement de la société capitaliste, en fait, mais aussi d'énormément de démarches de prise de terre. On peut penser au colonialisme, on peut penser à différentes formes, en fait, d'appropriation. Et même, puisque justement, on parle de ce foncier de manière transversale, en études urbaines, les travaux de David Harvey, par exemple, avec la notion de spatial fixe ou avec l'idée d'accumulation par dépossession, montrent en fait à quel point les dynamiques foncières, elles sont centrales en fait pour se poser des questions sur les rapports de pouvoir, c'est-à-dire qui détient en fait la terre, qui peut décider de ce qu'on fait. Et pour reprendre aussi les présupposés marxistes qu'évoquait Tanguy tout à l'heure, il y a cette idée en fait pour nous qui était centrale en fait de se dire que on avait envie de pouvoir parler de valeur d'usage et de faire avancer la valeur d'usage, de la mettre en avant en fait dans ce travail-là par rapport à la valeur d'échange. Donc on avait l'impression que le foncier se situait en fait vraiment dans une sorte de nexus en fait par rapport à ces grands processus structurels. Et après il y avait peut-être un constat qui est pour le coup un peu plus factuel, un peu plus récent, et peut-être sur lequel Tanguy peut revenir, c'est sur en fait l'idée qu'on a un moment de bascule d'un point de vue agricole, en tout cas en France, mais peut-être dans le monde, de changement de main des terres, et notamment des terres agricoles. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que dans les années 50, environ 30% de la population active qui vivait de la terre, on va dire, très rapidement. Donc qui s'occupait de la terre. Donc 30% d'entre nous s'occupaient de la terre. Aujourd'hui, c'est 1,5%. Et donc 1,5% de personnes qui sont des agriculteurs. Si on rajoute les salariés, les aidants, les aidantes, on arrive à 3% de la population active. Donc ça, c'est vraiment fortement restreint. On pourra peut-être un jour revenir dessus, mais ce n'est pas forcément le lieu aujourd'hui. Mais par contre, il y a ce rapport à la terre, il a été hyper distancié. Et cette population d'agriculteurs, elle est vieillissante, elle va arriver à la retraite. Et il y a, on dit, entre 20 et 50% des terres qui vont changer de main dans les 10 prochaines années. Et ça, c'était vraiment un constat hyper fort pour nous, c'est-à-dire qu'est-ce qui va advenir de ces terres? Est-ce qu'elles vont aller encore plus vers l'agro-industrie? Est-ce qu'elles vont donner lieu à l'installation d'une nouvelle population agricole, rurale? Et voilà, et cet enjeu, il est ici et maintenant, et il percute la question de la crise climatique, encore de l'effondrement de la biodiversité, mais aussi du contexte austéritaire, de l'approfondissement du néolibéralisme. Donc il y a tous ces enjeux-là qui se jouaient sur la passation de la terre entre les mains agricoles.
Juste pour essayer de voir si je comprends bien, en fait, la terre, c'est important au sens où c'est de la terre que vient nos capacités en fait, à subvenir à nos besoins, à répondre à nos besoins, habiter, se chauffer, manger, etc. Donc c'est forcément central dans la capacité des êtres humains à vivre, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est quoi la situation justement des terres et en quoi cela représente des enjeux qui amène en fait à se poser la question de reprise de terre ou de stratégie de lutte, de récupération, de réappropriation. C'est quoi la situation des différentes terres agricoles, forestières, urbaines aujourd'hui? Alors peut-être pas dans le monde, mais peut-être à l'échelle de la France, si vous pouvez expliquer un peu. Mais peut-être que je vais commencer par ce qui est finalement le moins évident, mais que ce que je connais le mieux, c'est peut-être parler justement du foncier urbain, où je pense qu'en fait justement cette espèce de couple de termes foncier qu'on associe plutôt à l'agricole et l'immobilier qu'on associe plutôt à l'urbain. En fait, je pense que c'est important de se rappeler que la ville, elle est construite aussi sur la terre et sur du foncier, et qu'en fait, c'est le principe même, ne serait-ce que de la croissance urbaine et de l'étalement urbain. En fait, c'est de, de soustraire de l'espace foncier, et notamment de l'espace foncier agricole, pour pouvoir en fait construire du bâti. Et en fait, je pense que ce qui historiquement est apparu comme une forme de progrès, qui est apparu aussi comme une sorte de concentration aussi d'un certain nombre de ressources qui permettaient d'un habiter autrement. On connaît très bien cette histoire-là, notamment en lien avec l'industrialisation. Et ben, il y a eu cette prise de conscience dans les dernières décennies, en fait, d'un problème métabolique en fait de la ville, quoi. C'est que la ville est une sorte d'aspirateur à foncier, mais aussi d'aspirateur à ressources, puisqu'en fait énormément de ressources qui sont consommées en ville sont produites ailleurs dans le monde, et que quelque part on peut pas penser le foncier urbain aujourd'hui sans penser finalement ce que l'historien Kenneth Pomerantz appelle des hectares fantômes, quoi. C'est-à-dire tous ces espaces dans les périphéries, notamment dans les suds, qui sont exploités. Et du coup, aujourd'hui, les terres urbaines, ça reste finalement une sorte d'anomalie, la portion congrue en fait dans nos espaces, alors que pourtant, comme on l'a dit, c'est ces espaces-là qui rendent aussi habitables les villes où aujourd'hui vivent une énorme partie de la population, et où vivent aussi une certaine partie de la population qui se trouve dans des situations économiques et sociales compliquées. Et donc voilà, l'un des constats qu'on a fait à Reprise de Terre, mais en écho avec énormément de luttes aujourd'hui urbaines qui se passent, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu à freiner, voire arrêter en fait l'artificialisation des terres, reconnaître en fait la valeur d'usage des terres qui sont non bâties, à la fois dans les villes et autour des villes. On pourra en reparler, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il peut y avoir un peu une mise en opposition de ces deux enjeux, quoi, un peu densifier mieux dans les villes pour pouvoir moins étaler, ce qui en fait n'est pas non plus une solution toute faite. Et où je pense que finalement, il y a... je veux dire, on peut reprendre un peu cette idée, ou en tout cas ce terme qu'il y a dans les soulèvements de la terre et dans les reprises de terre. En fait, on a vu apparaître dans les dernières décennies un certain nombre de mouvements habitants, en fait, de gens qui ont décidé de juste de défendre en fait ce à quoi elles et ils tiennent, et notamment de défendre cette terre-là en lien avec, peut-être on en reparlera, mais là aussi des problématiques de subsistance populaire. Peut-être juste pour citer un exemple très rapidement, mais la question des jardins ouvriers en ville, par exemple, qui en fait, ces dernières années, a été considérée comme un peu une sorte de survivance, un peu old school, en fait, de personnes âgées qui cultivent leur jardin. Et en fait, on se rend compte que finalement, c'est des pratiques qui participent énormément à la subsistance de ces personnes qui viennent souvent de milieux populaires, et qu'en fait, c'est des choses qui sont importantes à sauvegarder. Et cette subsistance-là, bah, elle fait le lien aussi avec les autres terres. Oui, tout à fait. Si on regarde du point de vue de l'agricole, en fait, on rentre dans des dynamiques de concurrence d'usage, et on met en concurrence l'habiter et le nourrir sur un espace qui normalement devrait permettre de manière simultanée de faire les deux, et qui pendant très longtemps dans l'histoire de l'humanité a permis de faire les deux.
Et donc effectivement, en France, là, je reprends, désolé, c'est peut-être mon côté ingénieur, mais je reprends un peu les chiffres, c'est-à-dire que, pareil, au milieu du XXe siècle, 70% de la surface agricole, de la France, pardon, de l'Hexagone, était agricole. Aujourd'hui, c'est 50%. Donc l'étalement urbain a grignoté, parce que c'est pas des terres qui sont retournées au sauvage ou au loisir, c'est des terres qui sont parties à la ville, à ce qu'on appelle l'artificialisation. Donc là, il y a déjà cet enjeu-là, et ça continue toujours. Tous les ans, on artificialise environ la surface qui permettrait de nourrir une ville comme le Havre, une ville moyenne comme le Havre. Donc ça paraît, on a souvent l'habitude de dire il y a une grande surface agricole en France, on a de la place. Enfin, en tout cas, les urbanistes ont l'habitude de dire ça. En fait, peut-être, mais on est aussi sur une limite planétaire, et si on veut se nourrir, c'est compliqué. Et si on rajoute dans l'équation qu'on veut aussi être un petit peu plus doux avec les écosystèmes et être des humains qui s'insèrent dans des écosystèmes et non pas qui s'en extraient, là ça devient beaucoup plus compliqué. D'autant plus que l'espace agricole s'est modernisé, s'est industrialisé et c'est fortement appauvri. Le taux de matière organique dans les sols a baissé, la biodiversité dans les sols et sur les sols a baissé. On a perdu 39% des populations d'oiseaux en feu des hauts-champs sur les 30 dernières années. Il y a des collègues naturalistes qui vont faire des observations en Picardie. Ils passent une journée à regarder un champ, ils ne voient pas un piaf passer. Il y a plus d'oiseaux là autour de nous à Paris qu'il y en a dans certains champs, dans les grandes zones de production céréalière. Donc il y a ces enjeux-là qui vont se jouer. Et après, il y a des questions d'inégalité, c'est-à-dire qu'on va avoir un contrôle du foncier par certains acteurs et d'autres qui vont avoir beaucoup plus de mal à y accéder, et notamment toutes les personnes qui ne sont pas directement issues du milieu agricole mais qui veulent mettre en place l'agroécologie. Plus spécifiquement les femmes, les personnes racisées vont avoir du mal à accéder aux terres pour les questions agricoles. On va aussi avoir de plus en plus une salarisation de l'agriculture, c'est-à-dire que c'est de moins en moins des travailleurs indépendants qui vont travailler les terres. Donc il y a une distanciation entre les personnes qui vont contrôler les terres par le capital, puisque c'est bien le capital qui va contrôler la propriété, qui va contrôler les terres, des personnes qui vont factuellement travailler les terres. Donc quand on travaille mais qu'on n'a pas la décision, ou quand on a la décision mais qu'on ne travaille pas, on ne va pas prendre les mêmes décisions, on va détruire plus facilement en fait une maison qu'on n'habite pas, si je peux me permettre cette caricature comme ça. Donc il y a un peu toutes ces choses-là qui rentrent en jeu. Et donc effectivement, donc ça agit sur la justice sociale, mais ça va aussi agir sur les questions environnementales, avec un appauvrissement, une dégradation très très forte des écosystèmes. Et c'est notre camarade Christophe Bonneuil qui utilisait un petit peu la philosophie de Foucault appliquée à la terre en disant la modernisation agricole, donc ce passage d'une agriculture où on vendait le surplus à la ville à une agriculture où on vend tout pour gagner de l'argent, donc l'agriculture capitaliste finalement, et qui passe par tout un processus technologique avec beaucoup de mécanisation, beaucoup de chimie et beaucoup moins de main-d'œuvre. Et il disait en fait c'est un phénomène qui à la fois exclut les humains de la terre, puisque effectivement on a vu le nombre d'agriculteurs a drastiquement baissé, le nombre d'agricultrices a encore plus baissé que le nombre d'agriculteurs, puisque c'était quasiment paritaire au milieu du XXe siècle, et aujourd'hui il n'y a que 20%, entre 20 et 30% d'agriculteurs qui sont des agricultrices. Mais ça a aussi exclu toute une population d'êtres vivants autres qu'humains de ces terres-là, et donc il y a ce que Foucault appelle un biopouvoir, un contrôle sur la vie. Et il y a eu vraiment un contrôle sur la vie et sur les corps qui avaient le droit d'accéder à la terre, et notamment d'accéder à la terre agricole. Et donc ça, c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui, à la fois en termes de justice sociale, mais aussi d'écologie et de rapport à l'altérité des autres humains. Et si je comprends bien, que ce soit au niveau de la ville, donc de l'urbanisation, que ce soit au niveau des terres agricoles, la problématique, elle tient d'une part à l'usage qui est fait de ces terres, l'usage donc à travers par exemple des pratiques agro-industrielles qui détruisent la biodiversité, mais aussi à travers la propriété en fait de ces terres, et une déconnexion entre ceux qui la travaillent, qui en vivent, et ceux qui la possèdent. Et est-ce que c'est à peu près ça ? Ouais, je dirais que, en tout cas dans les espaces urbains, la déconnexion, c'est peut-être entre
ceux qui habitent l'espace et ceux qui le possèdent, ou ceux qui en font usage et qui le possèdent, au sens où peut-être que le rapport au foncier en ville, il est moins médié par le travail que dans l'agriculture, puisque finalement, moi qui ai travaillé sur le jardinage populaire et l'agriculture urbaine, aucun de mes enquêtés n'est considéré comme un agriculteur professionnel, personne n'a le statut d'exploitant. Donc il se pose un peu différemment. Par contre, ce qui est très spécifique à la ville, c'est en fait la cherté du foncier et de l'immobilier, et la manière dont il y a eu une croissance exponentielle de ces prix-là, et une concentration en fait du foncier et des capitaux par certains acteurs. Et ça, peut-être qu'il peut y avoir aussi un parallèle avec le monde agricole. Et du coup, moi, dans tous les collectifs que j'ai étudiés, que ce soit à New York, à Détroit ou à Paris, en fait, personne n'ambitionne de reprendre la terre en devenant propriétaire de la terre, parce qu'en fait la propriété apparaît comme un objectif parfois non souhaitable, mais en fait assez inatteignable. Enfin, alors qu'on va voir que dans d'autres contextes ça peut être différent, puisque la propriété sous des formes alternatives peuvent être considérées comme des formes de sécurisation en fait foncière. Donc je me souviens, il y avait un slogan notamment utilisé dans le quartier libre des Lentillères, un squat maraîcher alternatif à Dijon, qui était paysan sans terre, urbain sans jardin. Donc il montre aussi peut-être un peu à la fois les dialogues qu'il peut y avoir entre ces deux types de territoires, mais une différence d'échelle aussi, où on est quand même en fait en ville sur un rapport au foncier qui est beaucoup plus interstitiel, ce qui pose des questions aussi en termes d'apport alimentaire et à la subsistance que ça peut provoquer, puisque on se retrouve à la fois avec des espaces qui sont interstitiels, mais qui sont aussi extrêmement dégradés. On est sur des terres qui ont été compactées, où il y a quasiment plus de couches de sol, d'humus. Donc en fait, il y aurait tout un effort de reterrestrialisation des sols à faire, ou en tout cas de rebouclage justement en termes de métabolisme, pour pouvoir en fait recréer des sols vivants. Et en fait, il y a beaucoup d'associations qui travaillent là-dessus. Et donc j'ai l'impression qu'en tout cas en ville, les revendications, elles sont vraiment sur la question de l'usage. En fait, pouvoir faire un usage peut-être autre qu'urbain, autre que de l'artificialisation, et pouvoir justement essayer d'arrêter les oppositions stériles entre eux. En fait, là, il faut qu'on construise un immeuble, il faut qu'on construise tel ou tel bâtiment, alors parfois avec une utilité sociale, ça peut être une école, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Mais en fait, on sait qu'un des problèmes, c'est surtout le manque de recyclage de l'immobilier existant, la sous-occupation, le problème du non-investissement dans la rénovation, et puis plein d'autres usages qui soustraient un certain nombre d'immobiliers au marché du logement, et qui créent cette tension-là, sans parler un petit peu des dogmes dominants aujourd'hui parmi les élus de l'attractivité métropolitaine, qui pourraient être repensés. Et puis surtout, j'ai l'impression que plutôt qu'une revendication d'un droit à la propriété, il y a quand même cette idée de pouvoir remettre en cause les rapports de domination sur qui décide en fait de l'attribution du foncier. Qu'est-ce qu'on y construit? Parce qu'on sait qu'en fait en France, c'est des processus qui sont extrêmement peu démocratiques, et que finalement tous les travaux aujourd'hui sur la démocratie participative en termes d'urbanisme montrent qu'en fait ça ne marche pas, que c'est souvent en fait un blanc-seing pour ces projets-là. On sait que c'est très socialement situé aussi de participer, et donc quelque part j'ai l'impression que la revendication qui se fait à travers des reprises de terre en ville, c'est justement cette idée de pouvoir participer au droit à la ville, ou en tout cas de pouvoir coproduire ce droit à la ville, et qu'aujourd'hui, donc ça bien sûr, ça vient du philosophe et du sociologue Henri Lefebvre dans les années 60, c'est loin d'être une notion neuve, mais ce que moi je trouve fondamental, c'est d'essayer justement de relier des questions qui sont posées dans les années 60 au constat qu'on fait aujourd'hui sur la crise climatique, sur les enjeux fonciers qu'on évoquait. Et c'est pour ça que moi je parle plutôt de droit à la terre en ville, de se dire comment on peut repenser aujourd'hui un droit à la ville
non pas qui s'éloignent des questions originelles, qui sont des questions sociales qui me paraissent fondamentales, mais en fait qui permettent d'inclure les vivants autres qu'humains, la question du sol, la question de la subsistance et la question de l'écologie. Alors, peut-être, pour continuer, Flemia, une question aujourd'hui, pour prendre peut-être un exemple concret, ou d'écrire peut-être de manière un peu plus claire pour moi, en tout cas, sur la question de la problématique foncière en ville. Aujourd'hui, la terre en ville, qui la possède, qui décide ce qu'on en fait, et pourquoi est-ce que ce qu'on en fait est problématique, et puis du coup, qu'est-ce qui serait souhaitable d'en faire, et du point de vue de qui ? Ouais. C'est hyper complexe en fait, la situation foncière dans les villes. Alors, déjà le cas de Paris, mais encore la France, le monde, enfin voilà. Ce que je peux juste dire, c'est que la plupart des propriétaires fonciers en ville, c'est soit la puissance publique, alors voilà, différentes collectivités territoriales à différents niveaux, soit plutôt des grands propriétaires privés. Pour donner des exemples, la SNCF par exemple va être un grand propriétaire foncier, ou ça peut être aussi des propriétaires industriels, enfin en lien avec la transformation des métropoles, la désindustrialisation, etc. Il y a certains grands propriétaires qui vont se retrouver avec du foncier sur les bras. Et en fait, la question, voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce foncier ? Et il y a un principe fondamental qu'a montré Marx, mais aussi David Harvey en ville, c'est la question de la rente. Voilà. Donc, c'est un foncier qui va être uniquement perçu au prisme de la rente foncière qu'on va pouvoir tirer de ces espaces. Et ça va être souvent aussi des parcelles qui vont être assez grandes et donc qui vont du coup impliquer d'être en contact, et puis aussi parce que ça fonctionne comme ça aujourd'hui, la production néolibérale des métropoles, avec des investisseurs et avec des grands promoteurs. Donc aujourd'hui, voilà, il y a énormément de chercheurs qui travaillent sur cette chaîne d'actifs spécialisée dans la production immobilière, quoi, vraiment, c'est... Et en fait, ça va être des promoteurs comme Nexity, par exemple, et puis ça va être des acteurs qui, eux, vont avoir une vision de la production urbaine extrêmement mainstream, qui va être de pouvoir extraire de la rente et donc construire un bâtiment pour ensuite pouvoir avoir des revenus locatifs. Par exemple, des principes mainstream qui vont être aujourd'hui infléchis par des valeurs et certaines normes autour du développement durable qui vont partiellement écologiser un petit peu, par exemple, en construisant typiquement des écoquartiers. Donc ça va être un petit peu le fonctionnement classique. Et en fait, parfois, ces grands propriétaires fonciers ne vont pas trouver de projet, où il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'investisseur, il n'y a pas de promoteur. Donc, ils vont se retrouver avec cet espace sur les bras. Et donc là, aujourd'hui, la norme quand même dans la plupart des métropoles des Nord, ça va être cette idée d'urbanisme temporaire. C'est-à-dire que, en fait, c'est une charge pour un grand propriétaire foncier d'avoir de la terre en ville. Paradoxalement, si elle n'est pas revendue, s'il n'y a pas de rente pour l'instant. Pourquoi ? Parce que ça va être des frais d'entretien, de gardiennage, pour éviter que la parcelle soit squattée. Et donc, souvent, il va y avoir des alliances qui vont se faire avec des groupes de la société civile à qui on va donner un usage temporaire de cette friche. Donc voilà, il va y avoir ce qu'on appelle des conventions d'occupation temporaire pour un an. Ça peut être par exemple les grands voisins à Paris. Et donc pour 1 an, 2 ans, 3 ans, certains groupes vont en avoir un usage. Donc ça permet à la fois de réduire les frais pour ces grands propriétaires. Ça permet aussi de remplir un certain rôle social et environnemental en montrant que on est certains grands propriétaires, mais en fait, finalement, on donne accès à cet espace-là. Donc, il va y avoir un petit food truck, un jardin potager, une soirée DJ le samedi soir. Mais par contre, au moment où la convention se termine, s'il y a un grand projet, on va mettre dehors tout le monde, quoi. Et donc, ça, je trouve ça... Enfin, voilà, il y a vraiment ce truc hyper ambivalent et que je trouve fondamental aujourd'hui. En ville, c'est reprendre les terres de manière pérenne et non pas de manière temporaire, en étant finalement un petit peu les bouche-trous de la production urbaine mainstream et en continuant à faire comme si de rien n'était.
Je suis désolé, je te donne la parole après Tanguy. C'est juste pour continuer sur la ville, c'est vrai que c'est assez étonnant. Moi, j'avais un peu l'impression qu'en ville, l'essentiel des terres, elles étaient occupées par des habitats, que ce soit des immeubles, des maisons, et que du coup, c'était plutôt une propriété d'individus et non pas en fait une propriété de grands groupes privés, d'industriels ou de la puissance publique. Oui, c'est parce qu'en répondant à ta question, je te parle de la terre qui est non bâtie, du foncier qui est non bâti. Parce que, en fait, à partir du moment où on parle de terre, je considère en fait qu'on est sur une terre qui est à l'air libre. C'est ce que je veux dire, parce qu'en fait, dans les études urbaines, on distingue justement le foncier de l'immobilier, ou en tout cas les espaces bâtis des espaces non bâtis. D'accord, ok. Et en fait, là, pour te répondre, alors en termes de propriété sur les métropoles, ça varie énormément en fait d'un pays à l'autre. Ou, par exemple, aux États-Unis, c'est vraiment une nation qui valorise énormément la propriété privée individuelle. Donc là, il va y avoir beaucoup d'individus qui vont être propriétaires. En France, en fait, il va y avoir une plus forte proportion de locataires. Et là, après, il y a des petits... je veux dire, le monde de la propriété, on va vraiment du petit propriétaire qui loue un studio à Paris pour payer les études de ses enfants à des grands propriétaires. Voilà, donc je ne rentre pas dans ces détails-là parce que je pense que ça nous éloigne un petit peu du sujet. Et donc, je me concentre, en fait, sur finalement... quelques kilomètres carrés, quelques hectares dans les villes qui restent encore non bâtis, qui ne sont ni dédiés à l'habitat, au transport, aux espaces verts, mais qui restent en fait encore des espaces qui sont quelque part encore dans une situation de flou. Et c'est pour ça en fait que la place des friches urbaines, elle est si importante, je pense, dans nos thématiques de reprise de terre, parce qu'en fait, c'est sur ces espaces-là que je pense écologiquement et politiquement, on a encore quelque chose à jouer, alors que malheureusement, l'espace qui a été bâti, quelque part, il est un peu perdu pour la cause, même s'il y a des mouvements qui revendiquent la débitumisation, en disant, tiens, en fait, il faudrait prendre des pioches et casser un peu du béton, par exemple, un immense parking qui a été construit et qui est surdimensionné, pour faire ressortir en fait la terre et le sol en dessous. Mais je pense que comme on est encore un peu minoritaire dans la bataille, qu'il faut se concentrer en fait sur là où on a encore une forme de pouvoir d'agir et de pouvoir aussi médiatique aussi, puisque aujourd'hui on arrive quand même un peu à mobiliser médiatiquement sur la perte de terre non artificialisée et qui pourrait l'être. Ok, merci, c'est très clair et ça répond du coup à toute la question sur la question du bâti. Donc dans cette logique de reprise de terre, en tout cas sur la partie urbaine, le bâti c'est hors scope En tout cas, je pense qu'il y a des choses intéressantes à réfléchir sur comment faire pour ne pas séparer l'endroit où on habite, l'endroit où on produit, l'endroit où on joue. Et c'est pour ça que moi je trouve que je reparle encore des Lentillards à Dijon, mais parce que je trouve que c'est une des expériences urbaines les plus abouties de mélange des usages, puisque du coup c'est un espace où il y a des caravanes, des maisons qui sont squattées, de l'habitat léger, sur un espace qui était anciennement maraîcher, avec cette idée en fait que l'habitat doit être le moins impactant possible pour le sol, doit permettre de libérer de l'espace pour cultiver. Mais par exemple, ils ont aussi construit un terrain de BMX parce qu'en fait, les jeunes du quartier, en fait, c'est typiquement le genre de choses qui les intéresse, qui les fait venir. Et donc l'idée, c'est pas du tout d'être dans une caricature de la préservation à tout prix du sol ou des espèces. Enfin, on considère à reprise de terre que c'est fondamental de prendre en compte les vivants autres qu'humains. Mais c'est fondamental aussi de s'intéresser à la question justement de la justice sociale pour faire en sorte que ces espaces ne soient pas seulement des enclaves non plus où il y aurait une injonction à cultiver ou à avoir des activités naturalistes, mais qu'en fait, et notamment dans les quartiers populaires, en fait, les jeunes qui ont envie de faire du foot, les gens qui ont envie de faire un barbecue, et puis même dans n'importe quel autre quartier, la question en fait de faire en sorte que ce soit des espaces de vie, c'est aussi quelque chose d'important et que nous on défend.
Merci beaucoup. Sur peut-être la partie agricole, Tanguy, un peu même question, c'est dans le sens où aujourd'hui, c'est quoi la situation des terres agricoles, qui la possède, comment est-ce qu'elle est, pourquoi est-ce que ces pratiques sont problématiques? Hmm. Alors c'est vrai que sur la question de la propriété, de manière contre-intuitive, la propriété est de plus en plus morcelée. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser effectivement, notamment que le capitalisme va avoir tendance à concentrer la propriété. Et la propriété est de plus en plus morcelée parce qu'en fait elle est héritée, et elle est héritée entre fratries, qu'elle n'est pas forcément revendue, et qu'une grande partie des terres, en fait, d'un point de vue de la profession agricole, sont louées. 60% des terres, en fait, sont louées par les agriculteurs, elles ne sont pas possédées par les agriculteurs. Parce qu'il y a un statut juridique qui est hérité du programme national de la résistance, de 46, qui s'appelle le statut du fermage, et qui donne énormément de droits aux locataires. Déjà, le statut de la location d'un appartement en ville est déjà assez protecteur du locataire, mais pour le locataire d'une terre comme outil de production, c'est encore plus fort. Et d'ailleurs, certains juristes parlent de quasi-propriété pour le fermier, donc le locataire agricole. Et donc, en fait, ce qui va se concentrer, ça va être l'exploitation, ça va être l'usage professionnel agricole et l'usage professionnel agricole industrialisé, mais pas la propriété. Donc effectivement, aujourd'hui, une exploitation agricole loue en moyenne des terres à 14 propriétaires différents, en plus d'être souvent propriétaires elles-mêmes de certaines terres et souvent des bâtiments. Mais il y a bien concentration quand même, et il y a bien le phénomène d'industrialisation de l'agriculture s'accompagne d'un phénomène de concentration des terres. Cette concentration des terres va permettre la simplification de ce qu'on appelle les itinéraires techniques, les pratiques agricoles, la simplification des usages, la monoculture, moins de haies, moins de cours d'eau, et tout ce qu'on a dit avant, donc moins de paysans, moins de biodiversité, etc. Moins de carbone dans les sols aussi d'ailleurs. Donc tout ça est corrélé. Mais si on dézoome en fait de cette question-là et qu'on reprend ce que disait Flaminia à l'instant, je pense que ce qui traverse toutes ces questions-là, et si on essaie justement de décloisonner les approches, c'est que la propriété, en tout cas depuis le Code civil de 1804, est un droit absolu. Ce droit absolu, il va simplifier les usages vers l'usage le plus rentable, le plus bénéfique pour les hommes, le plus bénéfique pour les blancs, le plus bénéfique pour les détenteurs de capitaux. Et donc ça va induire des spécialisations et des monospécialisations. Finalement, le capitalisme a horreur de la multiplicité des usages, de la diversité, du foisonnement, du bordel. Il aime bien que ça file droit. Donc on va avoir des espaces urbains où on va habiter, des espaces urbains où on va faire de la production économique, des bureaux, des zones artisanales, des zones commerciales, des espaces agricoles où on va produire beaucoup, on va tout faire cracher, des espaces ruraux où on va habiter mais bien circonscrits, et depuis maintenant quelques années, mais je pense depuis les années 70, des espaces qui vont être dédiés à la nature, au sauvage, éventuellement au récréatif ou simplement à la préservation, sans que les humains puissent rentrer. Et en fait, on va vraiment avoir ce séquençage et cette spécialisation. Et je pense qu'un de nos enjeux de lutte, c'est de casser cette monospécialisation et de remettre de la multifonctionnalité, du multi-usage, de superposer les usages. C'est la juriste Sarah von Nixon qui fait appel au droit médiéval, pas pour dire que c'était forcément génial au Moyen-Âge, mais il y avait au moins cet héritage-là qu'on pourrait se réapproprier, qui était que, en fait, on avait des usages superposés, des droits d'usage superposés, et donc on faisait plein de choses aux mêmes endroits, et donc la terre était multifonctionnelle. Et donc finalement, nous, ce qu'on veut, c'est réensauvager les fermes. On peut avoir des haies, on peut avoir plein d'êtres vivants qui n'ont pas forcément à avoir de fonction productive, mais qui peuvent cohabiter dans l'espace agricole. On veut de la nature en ville, on veut des gens qui habitent à la campagne, on veut des gens qui produisent de l'alimentation, même si ce n'est pas dans des quantités phénoménales et sur des terres très fertiles dans la ville. On veut remélanger ça. Alors évidemment, il y a des êtres vivants
qui ont du mal à cohabiter avec les humains. Donc c'est ce que notre camarade Virginie Marie s'appelle la part sauvage du monde. Donc il faut chérir et préserver cette part sauvage du monde pour sa valeur intrinsèque, sa valeur en elle-même. Elle a le droit d'exister comme nous on a le droit d'exister. Donc il faut éventuellement avoir des réserves, des endroits préservés des usages humains, en tout cas où les usages humains sont assez éloignés. Mais il faut aussi remettre toute cette mixité dans tous les endroits, donc se remélanger, altériser tout ça, et c'est le dernier point, et je pense que ça traverse aussi toutes ces questions d'espace, c'est finalement cette question de qui décide. On voit bien, donc ce droit de propriété absolu, c'est le propriétaire, donc généralement la personne qui avait soit l'héritage, soit le capital pour accéder au foncier, et donc de sortir de là pour qu'on puisse redécider ensemble de à quels usages, et je fais bien le trait d'union, quels usages, plusieurs, on va affecter telle ou telle portion du territoire, telle ou telle portion de l'espace, quels usages on va, de quels espaces on va se déprendre et qu'on va laisser aux sauvages. Et ça nécessite des mécanismes de décision qui ne sont pas ceux du marché, qui ne sont pas non plus ceux de l'État aujourd'hui. Et donc il faut qu'on recrée des espaces de décision de l'allocation des usages. Là, désolé, ça devient très théorique, mais finalement, c'est ce qu'on appelle les communs, puisqu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est un petit peu l'éléphant dans la pièce. Et finalement, si on doit se projeter dans autre chose, ça serait une société des communs où on puisse décider ensemble, démocratiquement, de quels usages vont être affectés à quels espaces. Merci beaucoup pour ces précisions. Peut-être dernière question avant d'aborder peut-être la partie stratégie de reprise de terre. Tu as commencé un peu à l'étayer, Tanguy. Est-ce qu'il y a une vision que vous défendez particulièrement à reprise de terre sur ça serait quoi en fait un monde idéal, un usage idéal des terres, que ce soit urbaines, foncières, sauvages, quelque chose, un imaginaire dans lequel on pourrait se projeter et que vos stratégies serviraient vers lesquelles les stratégies nous aideraient à aller. Cette question, je ne sais pas si on l'a déjà formulée mais, de cette manière-là, mais je pense que l'idée en fait de commun, qui soit de subsistance ou multispécifique, en fait, je pense que c'est peut-être un imaginaire et un horizon qui permet de nous rassembler toutes et tous par-delà en fait ces différentes spécificités. Mais je pense aussi que en fait ce serait aussi des communs écoféministes et antiracistes, et que peut-être que c'est important et qu'on l'a peut-être pas assez dit. C'est qu'en fait l'idée aussi c'est de penser à la fois à qui détient la terre, qui détient le foncier, qui pourrait le reprendre, mais qui a des difficultés aussi, qui rencontre le plus d'obstacles pour pouvoir accéder au foncier de plusieurs manières. Et en fait, notamment, il y a, on va dire, une sorte de collectif un peu frère-sœur à reprise de terre qui s'appelle A4, qui est né en fait à peu près dans ces années-là aussi, et qui est en fait un collectif qui a été fondé par des personnes en exil et aussi par des personnes qui habitent en France, qui partaient en fait de ce constat-là que beaucoup de personnes en exil qui se retrouvent en France ont déjà travaillé la terre dans leur pays d'origine, ont envie parfois de prolonger en fait ou d'avoir tout simplement un travail dans l'agriculture. Et en fait, leur seul horizon, c'est soit de faire un travail en ville qui ne leur convient pas, soit en fait d'être ouvrier agricole dans des conditions d'exploitation absolument terribles, et de se retrouver en fait face à la violence de certains acteurs de ce monde agricole spécifique. Et donc, l'idée en fait, c'est aussi de pouvoir reprendre des terres dans une mise en relation entre plutôt des paysans qui sont dans une démarche alternative et d'accueil avec ces personnes qui cherchent, non pas de la charité, mais en fait à pouvoir travailler dans ces espaces-là. Donc on vous encourage à aller voir le site internet d'A4 qui est très bien fait et qui montre en fait un certain nombre d'initiatives qu'ils ont mis en place. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous aussi dans cet horizon commun, c'est que cet imaginaire, il ne soit pas non plus un imaginaire qui soit seulement blanc, de classe moyenne, diplômé,
qu'en fait on retrouve beaucoup, je veux dire dans les milieux alternatifs, parmi nous aussi. Enfin, donc l'idée c'est aussi d'être conscient de ces enjeux-là. Et on a aussi une camarade de reprise de terre, Léa Arson, qui fait des podcasts sur la place des femmes dans le milieu agricole, donc, qui engage toute une réflexion et une manière intersectionnelle sur la place de femmes musulmanes, par exemple, dans le milieu agricole. Moi, dans mon travail, je fais une enquête aussi sur des femmes immigrantes chinoises qui sont parfois travailleuses du sexe, et en fait qui connaissent très bien les plantes et qui ont un rapport au vivant et à la nature en ville et aux friches qui est en fait assez méconnu. Donc voilà, il y a ces imaginaires qu'on essaye de croiser, cette ligne de crête qu'on essaye d'avoir dans un contexte politique fascisant et nauséabond. Et donc ça nous paraît d'autant plus important à faire. D'ailleurs, je crois que l'article sur A4 dans le hors-série Social Terre s'appelait « Ceux qui traversent la mer connaissent la terre ». Je trouvais ce titre particulièrement beau, justement, pour expliciter la situation, justement, de ces exilés. C'est une citation, il me semble, c'est une citation d'une des cuisinières de la cantine des femmes battantes, qui était accueillie à l'Aérie à Montreuil, c'est ça. Et voilà, donc voilà, faut replacer ça dans ce contexte-là, mais c'est aussi sa parole à elle qui disait ça. On va passer maintenant après 50 minutes de discussion, à ce que je voulais être et ce que je veux toujours être, peut-être le cœur de cet entretien, à savoir les stratégies et les tactiques de reprise de terre que vous avez pu étayer, auxquelles vous avez participé, que vous connaissez. Alors on a été un peu théorique sur toute cette première partie pour dresser un peu le constat, la situation, expliquer les mécanismes, les problématiques. Ce qui est assez génial aussi avec vos travaux à reprise de terre, je trouve personnellement, c'est que vous prenez beaucoup de cas. Tu as parlé du quartier des Lentillères. En filigrane, on a un petit peu parlé de Emmaüs La Roya à travers justement le collectif A4 et l'accueil d'exilés qui retrouvent une activité paysanne. Est-ce que peut-être vous, depuis ce que vous connaissez peut-être le mieux, l'un et l'autre, nous parler des différentes tactiques, stratégies, ce qui a fonctionné, pas fonctionné, à travers quelle situation, quel contexte particulier? Alors, il me semble que ce à quoi tu fais référence, c'est un article qu'on avait effectivement écrit avec quelques camarades dans la revue qui s'intéressait plutôt aux tactiques de reprise de terre sur les questions agricoles. Donc je vais essayer de détailler ça, mais on verra. Enfin, j'espère qu'on arrivera à tirer ce fil et puis à l'amener sur les autres fonctions que peut avoir la terre. Donc, la question qui se posait à nous, c'est qu'en fait, à travers un certain nombre d'enquêtes, un certain nombre de savoirs qu'on avait croisés, il n'y avait pas de voie royale pour la reprise des terres. Il y avait plein de tactiques. J'y reviendrai certainement à la fin, mais que ces tactiques toutes seules, elles n'arrivaient pas forcément à gagner ou à vraiment reprendre des terres, en tout cas de manière significative, et que si on voulait avoir une stratégie, quelque chose d'un petit peu plus fort, d'un petit peu plus transformateur, il nous fallait articuler ces tactiques et que toutes seules, en fait, elles allaient toutes perdre. Donc on en avait identifié 4, il y en aurait certainement d'autres à donner. La première, et pour le coup moi c'est mon travail au quotidien, c'est l'idée du rachat collectif de la terre, c'est-à-dire c'est des gens qui vont se mettre ensemble pour racheter de la terre et essayer de la gérer comme un commun, et d'ailleurs que ce soit des terres agricoles ou du foncier forestier. D'ailleurs la prochaine chronique dans Fracas, dans le prochain numéro de Fracas sera sur un bail forestier solidaire et écologique. Donc voilà, je vous invite, un petit teaser, à aller regarder ça. Donc il y a cette question, voilà, on se réapproprie mais collectivement. Donc on collectivise la terre, c'est pas tout à fait du commun, c'est pas encore du commun, mais on fait un pas dans ce sens-là. Mais ça a sa limite parce que voilà, Terre de Liens, pour qui je travaille, qui est, je pense, la plus grosse initiative dans ce sens-là, en un peu plus de 15 ans, a racheté 10 000 hectares de terre. La surface agricole utile de la France, c'est 28 millions d'hectares. Donc
tout seul, on va pas y arriver. Voilà, il y a un petit hiatus entre l'objectif et la réalisation. La deuxième chose, c'est de se dire qu'en fait, ok, la propriété, c'est la manière la plus facile d'accéder à l'usage des terres, mais qu'en fait, il existe plein d'autres manières d'accéder à l'usage des terres que par la propriété. Et donc de trouver tous les agirs, toutes les façons de faire qui permettent d'effacer la propriété au bénéfice de d'autres manières d'accéder à l'usage. Là, je reprends ce que je disais tout à l'heure sur la location agricole. On voit très bien qu'en fait, on peut se passer à un certain moment du droit absolu de propriété pour accéder aux terres, donc notamment tous ces agriculteurs qui vont louer des terres, mais peut-être aussi des agriculteurs qui vont les squatter, ou voilà, tous ces espaces interstitiels dont parlait aussi Flaminia tout à l'heure. Donc on n'est pas obligé de passer par la propriété, et c'est toujours important parce que tu disais que c'est fort la propriété aux États-Unis, mais c'est fort aussi en France la propriété, donc de se déprendre un peu de ça et de se dire des fois on peut la mettre un petit peu à distance. L'autre solution, c'est le droit, et le droit engagé de différentes manières, d'utiliser le droit qui existe aujourd'hui pour faire notamment ce qu'on appelle de la guérilla juridique, ce que font tout un tas de collectifs en lutte contre des grands projets inutiles et imposés. Et on renvoie vers les travaux de nos camarades, notamment de Terre de lutte et leurs cartes lutte qui montrent toutes ces luttes-là. Ils vont faire de la guérilla juridique, ils vont utiliser les moindres interstices du droit qui permettent de préserver la terre. Ça peut être aussi de soulever des droits coutumiers, des résurgences de droits qui ne sont pas forcément le droit formel, mais qui vont fonctionner sur certains espaces. Je pense notamment à la façon qu'a la Société civile des terres du Larzac, donc des terres qui appartiennent à l'État, qui ont été confiées à la suite d'une lutte foncière dans les années 70 à des collectifs de paysans, et qui en fait gèrent ces terres entre eux d'une manière qui n'est pas exactement celle du droit du code rural, mais ça fonctionne entre eux, et en fait ils recréent du droit par ces usages-là. Puis il va y avoir faire changer la loi, faire passer des textes qui vont être un petit peu plus émancipateurs, un petit peu plus justes. Donc ça, c'est aussi important. Et puis il va y avoir le droit fiction, l'idée de rêver des façons de faire du droit qui ouvrent des imaginaires, qui ouvrent le champ des possibles. Et là, encore une fois, c'est les camarades des Lentillères, donc cette fameuse ZAD à Dijon dont on parle beaucoup depuis le début parce qu'ils sont très inspirants, ils n'étaient vraiment pas satisfaits du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme de Dijon. Donc ils ont dit, nous, on va faire notre propre plan d'urbanisme. Et ils ont appelé ça donc, la ZEC, la zone d'écologie communale. Et donc ils ont refait leur plan d'urbanisme en disant, si on voulait faire un urbanisme sympa, ça serait plutôt ça. Ça répond peut-être un tout petit peu en creux à ta question tout à l'heure sur les utopies qu'on a un petit peu passé de côté. Voilà, eux, ils disent, dans un autre monde, l'urbanisme, ça pourrait être ça. La dernière tactique, c'est l'action directe. Donc ça va être effectivement le squat, l'occupation, éventuellement avec des tactiques de contre-violence face à la répression, face au blocage de l'accès, mais qui, pareil, n'est pas suffisante en soi. On parle beaucoup de Notre-Dame-des-Landes à juste titre, on peut parler beaucoup du Larzac. Notre-Dame-des-Landes, je crois que c'est 800 hectares en tout qui sont concernés. Le Larzac, c'était 6000 hectares. Et pareil, si on ramène à tout ce qui est à la fois artificialisé et à tout ce qui existe comme terre agricole en France, on voit bien que c'est des très belles expériences, ça ouvre des potentialités, mais tout seul, ça n'est pas suffisant. Donc la question, c'est comment les gens qui mettent en place ces tactiques, qui ne travaillent pas forcément ensemble, d'arriver à trouver des lieux pour les faire dialoguer, les faire discuter, articuler leur travail pour essayer de monter en gamme et espérer peut-être renverser la vapeur et reprendre des terres. Et pour revenir au début de la discussion sur qu'est-ce que c'est reprise de terre, je pense que c'est aussi un lieu où on peut espérer faire dialoguer ces gens-là ou investir ces gens-là qui vont dialoguer avec d'autres et espérer peut-être s'altériser et comprendre un petit peu ce que les uns et les autres font. Je suis désolé, je suis long, mais moi ça m'a beaucoup marqué parce que un de mes travaux, c'est de faire du plaidoyer, donc c'est d'aller convaincre des parlementaires de changer la loi. Et à travers reprise de terre, et notamment à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, j'ai croisé des camarades qui sont plutôt investis dans des dynamiques d'action directe, qui ne croient pas du tout à l'État, qui ne croient pas du tout à la loi, et qui pensent qu'à un moment, il faut prendre le gauche si on n'a pas le droit. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ne m'ont pas traité de réformistes mous, je ne les ai pas traités de radicaux violents, et qu'en fait, on arrive très bien à discuter sur nos objectifs, et à se dire, tiens, vous faites ça là,
mais nous on fait ça comme ça, et peut-être que ça peut vous inspirer, et puis ça peut aussi vous aider. Et je pense que les gens à Notre-Dame-des-Landes, quand l'aéroport a été arrêté, en fait ils se sont servis du droit formel pour pouvoir rester sur les terres, et c'était bien que ce droit formel existe à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que Notre-Dame-des-Landes a été gagnée sur le droit formel, ça serait excessivement faux, mais qu'à un moment ça a aussi été un point d'appui, et que on peut, dans la situation actuelle, on ne peut pas se permettre de se passer de ces points d'appui-là. Ouais, désolé, c'était un peu long. Je ne sais pas si Flavia, tu veux revenir sur comment on peut tirer ces fils-là, peut-être sur d'autres lieux que l'espace agricole. Non, mais en fait, je suis complètement d'accord avec le fait que je pense que ce qui nous rassemble à la reprise de terre et ce qu'on défend, c'est justement une articulation entre l'ensemble de ces différentes tactiques qui, quelque part, remettent un peu dos à dos l'opposition qu'on peut avoir, les discussions politiques sans fin entre réforme et révolution, quoi. Et qu'en fait, moi j'ai l'impression que de ce que je vois des luttes en fait que je connais en milieu urbain, donc ça peut être peut-être autour de la défense des jardins ouvriers à des Vertus à Aubervilliers, ça peut être la défense aussi des jardins Auvettes, ça peut être aussi aux Lentillères qui sont parmi les 3 grands exemples en fait en France de lutte un peu d'écologie populaire et de reprise de terre en ville. En fait, toutes ces luttes ont mené de front à la fois des luttes juridiques et en fait des tactiques d'action directe. Et non sans conflit interne en fait entre voilà, différentes branches. Mais en fait, voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans chaque cas, il y a l'avancée est rarement possible en fait sans la mise en lien de ces différentes tactiques. Il se trouve que là c'est parallèle, mais ça peut être aussi dans le temps. Enfin, je veux dire, il y a des fois il y a des moments où ils font commencer par un désarmement et une action directe pour ensuite passer à un autre stade. Et peut-être que là où nous, on essaye d'apporter quelque chose, mais en fait, c'est un vrai travail de fourmi, en fait, un peu ingrat et pas très sexy, c'est qu'en fait, il y a une grande partie de ces tactiques, notamment tout ce qui est de l'ordre du droit, qui sont hyper techniques, hyper complexes, et en fait, qui quelque part, enfin, je veux dire, dès qu'on voit un acronyme, enfin, il y a pas mal de gens qui tournent la page, en fait. Enfin, et nous, malheureusement, on vit un petit peu dans ce monde d'acronymes parce qu'en fait, on considère que bah, c'est important de pouvoir décrypter un PLU, un plan local d'urbanisme, que bah, c'est important de connaître le dispositif ORE. Enfin, je veux dire, on va pas trop déployer ces acronymes dans cette émission, mais en fait, On peut, hein. bah, en fait, quelque part, c'est l'outillage politique et militant, il passe aussi par là. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées à un moment dans une lutte habitante et qui en fait se sont dit, bah, en fait, c'est pas juste être un guerriero à la vente d'une banderole, mais en fait, c'est se fader un certain nombre de documents techniques parce que si on laisse ça aux experts, enfin en se disant expert, et puis la puissance publique qui est censée être dans l'intérêt général, mais on sait bien que c'est plus compliqué que ça. Et ben en fait on se retrouve manipulé, on se retrouve dans une forme de cécité en fait par rapport à des informations qui en fait devraient être démocratiques et transparentes. Et du coup c'est un peu aussi dans cet ordre-là que moi je pense qu'il faudrait des juristes des terres comme il y a eu des naturalistes des terres, c'est-à-dire que quelque part que on ne soit pas les seuls à faire cet effort aussi de mettre sur la place publique des outils tactiques qui sont fondamentaux. Et d'ailleurs, bon, il y a quelques avocats militants qui circulent un peu dans le milieu et qui se retrouvent d'ailleurs surchargés de travail et parfois sous-payés parce qu'en fait, ils vont savoir qu'il faut utiliser tel droit de l'environnement à tel moment. Et en fait, je trouve que c'est hyper important et c'est un peu l'enjeu de cette espèce de méta-tableau dont parlait Tanguy tout à l'heure, que nous, en fait, nos enquêtes, elles nous servent à répertorier. Je ne sais pas combien on a d'entrées d'ailleurs, mais je pense que c'est peut-être autour de 100 ou Ouais, peut-être un petit peu moins, mais une on est là, quoi. centaine, Ouais. voilà, enfin en tout cas plusieurs dizaines de tactiques, donc on a vraiment des statuts hyper différents
depuis un dispositif très technique à de l'action directe, mais en fait sur lequel on travaille dans le temps long et qu'on essaye de publiciser via justement ces chroniques fracas, mais qui en fait dans l'idée devrait aboutir à une sorte de répertoire qu'on puisse diffuser largement et qui puisse être enrichi en fait par les expériences des uns et des autres pour pouvoir multiplier les différentes formes de reprise de terre en fonction de la multiplicité des contextes, quoi. Peut-être pour rendre peut-être la question plus palpable au sens de qui sont les personnes qui font partie en fait de ces luttes, de ces stratégies de reprise de terre, parce que je pense que, alors je parle de mon point de vue, moi, homme blanc, bientôt quarantaine d'années, ayant un bac+8, ou qui n'a jamais eu tellement de problématiques par rapport à la question de la terre, qui voit ça avec un œil militant aujourd'hui, mais d'un point de vue un peu éthique, c'est que ça me parle, mais sans que ce soit concret dans ma chair, sans que je l'ai vécu réellement. Et du coup, et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, en tout cas, écoutent ce podcast et se retrouvent vraisemblablement dans la même situation que moi. Et du coup, c'est parfois difficile de se rendre compte, en fait, mais qui sont les gens qui font partie de ces luttes, qui s'activent sur ces reprises de terre. Est-ce qu'il y a des profils particuliers et à qui on fait face, en fait, dans ces questions de profil? Est-ce que c'est face à des entreprises, c'est face au pouvoir public? Et enfin, comment ça se passe? Peut-être à travers un exemple ou deux que vous avez en tête, assez concret, qui nous permettent peut-être d'appréhender. Je pense que ça va quand même partir de premières concernées. C'est-à-dire, tu habites sur un lieu qui, pour une raison ou pour une autre, va être détruite parce qu'il y a une LGV qui va pâter dessus. Ou ligne grande vitesse. Oui, pardon, une ligne à grande vitesse de TGV ou un aéroport, au hasard, parce que tu es un paysan et que y a ton voisin qui a réussi à te virer de tes terres et qui veut s'installer là où tu es pour agrandir sa ferme, ou parce que tu voulais t'installer à un endroit et puis finalement le voisin qui veut s'agrandir a réussi à récupérer ses terres plutôt que pour toi t'installer. Et voilà, donc là je pense qu'il y a toujours quelque chose de ce réflexe-là, et qui d'ailleurs peut parfois être un réflexe pas forcément très émancipateur ou très justice sociale, qui est un réflexe d'autoprotection directement, avec des réflexes qu'on appelle NIMBY, not in my backyard, donc pas chez moi, et souvent ça va s'agréger avec d'autres personnes qui peuvent arriver, qui trouvent aussi un intérêt peut-être justement plus sur des grandes valeurs, justice sociale, donc des milieux écolos, des mouvements de la justice sociale, etc., qui peuvent s'agréger et qui créent une lutte et qui passent donc de ce réflexe not in my backyard, pas chez moi, à ni ici ni ailleurs finalement. Et je pense que c'est le mouvement de politisation de ces luttes-là, il passe là-dessus. Donc ça va être très concrètement, alors c'est un petit peu daté, mais je pense que c'est assez explicite. Donc c'est le Larzac, donc on a des terres sur un plateau dans le Massif central qui sont ciblées pour étendre un camp militaire et qui sont des terres d'élevage, de pâturage. Et donc les paysans qui sont là et qui vont se faire exproprier de leurs terres ou qui vont voir leur ferme rognées ou ratiboisées se mobilisent. Mais ils se mobilisent aussi avec leurs syndicats qui à l'époque a des incointances de gauche et révolutionnaire, qui est le syndicat des travailleurs paysans, qui va donc venir inviter en solidarité tout le mouvement ouvrier qui est un peu plus actif à l'époque qu'aujourd'hui à le rejoindre. Je pense on a aussi tous les antinucléaires, tous les antimilitaristes et finalement des gens qui sont très écolos qui vont les rejoindre. Et donc il y a un mouvement social qui se crée pour mener cette lutte, défendre cet endroit. Et au moment où la lutte est gagnée et où finalement les fermes vont pouvoir rester, il y a des fermes qui sont libérées et qui sont à reprendre. Et il y a un certain nombre de ces militants
qui étaient plutôt des urbains, qui vont finir par s'installer sur ces zones-là parce qu'ils ont appris à aimer cet endroit en le défendant, en luttant pour. Donc on a des paysans historiques qui restent, mais qui vont aussi accueillir des néo-ruraux qui vont s'installer là, rebâtir des fermes et faire que c'est un territoire qui est pleinement dans la diagonale du vide et qui est extrêmement vivant socialement encore aujourd'hui. Juste pour... là, on parle essentiellement peut-être de lutte, ce que j'appellerais, alors je ne sais pas si le terme est bon, mais réactive ou en réaction en fait à une tentative de dépossession. Je pense par exemple l'exemple le plus récent auquel je peux penser, moi, c'est la 69, où effectivement des gens qui sont dépossédés de leurs terres, etc. Par rapport à un projet, Notre-Dame-des-Landes, c'est un petit peu la même chose, etc. Mais est-ce qu'il y a aussi des luttes ou des stratégies peut-être plus offensives ou plus proactives, je ne sais pas si ce serait le bon terme, de reprise de terre qui ne font pas face en fait à un danger sur la terre auquel on est touché, mais avec l'ambition en fait de transformer la terre telle qu'elle est. Comment on reprend la terre aux machines, pour citer l'atelier paysan quelque part, voilà, c'est peut-être des exemples de ça. Je pense que on connaît un petit peu les luttes, en tout cas, sur voilà, par rapport aux grands projets inutiles ou de dépossession, mais quelles sont en fait les actions plus proactives qui sont menées? Alors effectivement, c'est vrai que quand on parle de lutte, on a tendance à penser à des moments de concentration un peu de l'intensité militante. Et donc c'est vrai que c'est ça qui vient en tête. Mais si on prend la lutte comme effectivement quelque chose de plus long terme, plutôt comme une course de fond, je pense par exemple à quelque chose qui s'est passé dans le Marais breton. Comme son nom l'indique pas, c'est en Vendée. Mais voilà, c'est les terres humides d'élevage qui bordent la côte vendéenne du côté de Noirmoutier, en fait, enfin, au droit de la presqu'île de Noirmoutier. Et donc là, on a en fait des paysans et des naturalistes qui font le constat qu'on est dans des zones de très grande biodiversité, extrêmement remarquables, qui accueillent des oiseaux qui sont en danger un peu partout ailleurs en France et dans le monde, mais qui trouvent encore leur pitance là, et qui voient en fait ces zones être asséchées, être passées pour de la culture de maïs, alors que c'est plutôt des zones de pâturage, et qui en fait se disent le meilleur moyen d'être naturaliste, ça va être d'installer des paysans. Ce qui est assez, je pense que les gens commencent à réfléchir à ça. Enfin, je ne sais pas quand ça se passe, mais ça commence à se cristalliser dans les années 2010, et on sort quand même d'époques où on opposait plutôt les naturalistes et les paysans. Et là, on a des naturalistes qui viennent de la Ligue de protection des oiseaux qui disent maintenant, si on veut protéger le milieu, si on veut accéder au milieu, si on veut faire des réserves naturelles, en fait, nos réserves naturelles, ça va être nos fermes, il faut installer des paysans. Donc, notre stratégie de protection de l'environnement, c'est d'installer des paysans. Pas n'importe lesquels, évidemment. Et donc, de trouver, pour le coup, toutes les tactiques foncières pour racheter des terres, relouer des terres, susciter des vocations d'agriculteurs, aller dans des BTS gestion-protection de la nature, pour convaincre des gens de venir s'installer, et plutôt que de dire vous allez devenir conservateur de réserve, venez vous installer paysan, puisque vous pourrez à la fois nourrir votre territoire et puis à la fois protéger les oiseaux, protéger la nature là où vous êtes. Et dans certaines communes de cette zone-là, donc maintenant ça s'appelle paysans de nature, mais en tout cas les gens qui ont cette philosophie contrôlent peu ou prou la moitié des surfaces de certaines communes dans le Marais breton. En ayant vraiment utilisé toute la palette des outils techniques, et il y a des gens qui se sont formés, qui n'étaient pas forcément, c'est des gens qui étaient des spécialistes des petites plantes et des oiseaux, et qui se sont formés à devenir aussi des spécialistes du droit foncier, des SAFER, des SDREA, tous ces acronymes-là barbares du code rural. Et donc ça a donné un mouvement qui s'appelle Paysans de Nature, qui existe maintenant un peu partout en France, et qui défend justement ce réensauvagement à la ferme, et de dire en fait on peut avoir des fermes sauvages, et ça fait écho à une autre initiative mais qui a rejoint le réseau Paysans de Nature, qui est la ferme du Grand Laval dans la Drôme, qui faisait partie qui avait lancé un autre réseau qui s'appelait Fermes Paysannes et Sauvages. Et donc voilà, ces gens se rejoignent, et de dire on produit, et finalement nous ce qu'on produit sur nos fermes avant tout c'est de la biodiversité, mais on produit aussi
de la nourriture pour le territoire. Et donc, dans le Marais breton, c'est très très fortement branché avec des collectifs agricoles et aussi avec des collectifs d'AMAP. Donc, il y a une AMAP qui s'appelle Court Circuit, qui est un collectif d'AMAP, et les gens vont se nourrir. Alors, ils vont plutôt manger de la viande et du fromage parce qu'on est dans des zones d'élevage et que c'est pas facile de faire du maraîchage à cet endroit-là en particulier. Et en plus, ils vont se brancher sur des filières d'une race locale en voie de disparition qui s'appelle la vache maraîchine. Donc ils vont créer des micro-filières locales de cette vache maraîchine. Donc en fait, voilà, tout ça s'imbrique entre des naturalistes qui créent des filières alimentaires, qui animent le territoire et qui ont une vraie prise sur le devenir du territoire. Et de facto, dans ces endroits qu'ils ont regagnés, on a des populations d'un oiseau qui s'appelle la barjaque noire, qui était vraiment en perte de vitesse et qui là revient dans ces espaces. Et en plus, c'est magique parce que souvent l'écologie c'est ingrat, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose mais le temps de réponse est très long. Et là c'est assez magique parce qu'en fait en 2-3 ans de prise de certaines parcelles, l'oiseau revient sur ces parcelles-là. Donc là il y a quelque chose d'un petit peu magique de dire la lutte ça paye. Et pour continuer un peu, Tanguy, excuse-moi, mais parce que tout à l'heure, on a abordé la situation problématique des terres agricoles, le fait que c'était de plus en plus industrialisé, de plus en plus aux mains de l'agro-industrie. Alors, on n'en a pas parlé, mais aussi de plus en plus privatisé par certaines entreprises, comme par exemple LVMH qui achète des terres pour faire pousser certaines plantes qui vont être utilisées ensuite pour des produits cosmétiques, alors qu'elles pourraient être utilisées pour justement répondre à des besoins de subsistance ou répondre à la question de l'alimentation des populations locales. Est-ce qu'il y a des tactiques, des stratégies qui sont pensées soit à l'échelle de territoire, soit à une échelle un peu plus globale pour identifier en fait des terres qui sont aux mains de capitaux qu'on juge néfastes, par exemple, ou qui ont des pratiques écocidaires, et avec un objet pour ambition de reprendre justement ces terres pour en faire un usage plus désirable, plus vertueux, et le rendre aux mains des populations locales. Alors, dans les grandes zones agro-industrielles, donc on va parler des grandes zones de production de céréales, de ce qu'on appelle les oléoprotéagineux, donc ce qui va servir à faire des huiles, éventuellement les zones de production de betteraves aussi. C'est extrêmement compliqué d'accéder aux terres dans ces zones-là, et il n'y a pas aujourd'hui de capacité, je veux dire, révolutionnaire, expropriatrice qui permettrait de récupérer ces terres-là. Donc j'ai envie de dire plutôt non. Après, il y a des gens, et là effectivement ça peut être l'action de Terre de Liens, ou de gens qui font comme Terre de Liens, donc qui vont créer des foncières pour acheter collectivement des terres, qui peuvent essayer de se positionner à un moment où les terres changent de main, de se positionner sur l'acquisition, sur la location de ces terres-là, notamment en utilisant le droit foncier qui va normalement, quand tout se passe bien, même si c'est toujours un peu plus compliqué que ça, privilégier l'installation par rapport à l'agrandissement. Donc il peut y avoir des stratégies ou en tout cas des tactiques là-dessus, mais qui vont quand même être assez opportunistes. On ne peut pas dire tiens, la Beauce c'est quand même super génial, il faudrait qu'on fasse des trucs dans la Beauce, et de se dire on va racheter la Beauce. Personne n'est capable aujourd'hui de faire ça. Donc la lutte elle va là-dessus, pour la protection des terres, elle va plutôt passer par des stratégies d'interdiction de certains produits ou alors des actions directes de dire voilà, là vous avez fait des OGM. Bon, déjà les néonicotinoïdes c'était pas cool, mais les OGM c'est pas possible, et donc on va venir faucher des OGM. Donc c'est pas de la reprise de terre au sens dont on en a parlé sur vraiment reprendre les usages de manière pérenne, mais en tout cas de limiter certains usages néfastes. Mais ça peut rester assez réactif par rapport à ce que tu disais. Il n'y a pas de stratégie aujourd'hui globale de ça. Enfin, la stratégie globale de ça serait effectivement d'arriver à mettre en place une société des communs. Donc là, ça va passer, je pense qu'on est aujourd'hui plus sur la bataille culturelle, si on reprend les termes de Gramsci, on est plus sur la bataille culturelle de rendre ce monde désirable. Et donc effectivement, la ZAD, le Larzac, les Lentillères, le Marais breton, c'est des espaces qui vont aussi nourrir l'imaginaire collectif et réenchanter d'autres choses. Zérise alternative, c'est pas comme disait Margaret Thatcher, on peut faire des choses. Mais par contre, on n'est pas sur ce qu'on appelle la guerre de position, qui est de reprendre
massivement. Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire ça. Et est-ce que du coup il y a des stratégies ou pas qui sont pensées d'entrisme par exemple? On sait l'importance des SAFER au moment où il y a des terres qui se libèrent et qui vont être mises sur le marché ou potentiellement préemptées. Est-ce que du coup il y a des stratégies qui sont pensées pour par exemple rentrer à la FNSEA, à la coordination rurale, qui ont des accès privilégiés au sein de ces institutions agricoles et qui permettraient en fait d'occuper cet espace et d'avoir une capacité d'action sur sa réappropriation? Est-ce que c'est des choses qui sont pensées ou si c'est pas le cas, pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est la force vive, les mains, les personnes intéressées, qu'est-ce que c'est, voilà. Des stratégies d'entrisme à la FNSEA, à la coordination rurale, j'en ai pas connaissance, peut-être, mais s'ils le font, ils sont bien cachés. Après, il faut aussi garder en tête que ces syndicats peuvent avoir des bases sociales très diverses et beaucoup plus hétérogènes que ce que peuvent en laisser penser à la fois les actions nationales de ces syndicats et à la fois le discours qui peut être porté autour de ces syndicats. Donc il faut faire un petit peu attention et pas... Je disais ça juste par le fait qu'en fait ils ont des places dominantes pour occuper des places dans ces institutions. C'était par rapport à ça, pas forcément le fait qu'ils aient une éthique qu'on remette en question. Et les syndicats de la gauche paysanne, donc en premier lieu la Confédération paysanne et dans certains départements le MODEF, peuvent aussi avoir des places dans ces institutions, puisque c'est des institutions qui sont presque pluralistes, en tout cas qui font semblant d'être pluralistes. Et du coup, il y a plutôt des stratégies d'action à travers ces places syndicales dans ces lieux-là, mais ça peut être aussi, il y a des associations de protection de l'environnement qui sont dans les SAFER, il y a des représentants de collectivités territoriales, donc ça va plutôt d'essayer de rentrer par ces entrées-là, qui ne sont pas celles du syndicalisme dominant, mais qui sont pour le coup légitimes, et après d'utiliser les outils que peuvent être par exemple les SAFER pour orienter les terres vers tel ou tel endroit, sachant qu'il y a des enfin tout ça est excessivement compliqué, il y a des convergences d'intérêts, par exemple les SAFER et les gens qui sont dans les SAFER, y compris issus du syndicalisme dominant, sont plutôt des gens qui luttent contre l'artificialisation, donc là il y a des intérêts communs, collectifs, et des alliances possibles pour lutter contre certains projets à certains endroits, même si après, effectivement, la FNSEA ne va pas rejoindre la lutte contre la 69 ou la lutte contre l'aéroport. Mais même sur, par exemple, les informations qui sont divulguées, il y a parfois des problématiques sur des informations sur l'immobilier présent sur un certain foncier agricole, par exemple sa valorisation, qui ne sont pas mises à disposition par les institutions auprès de toutes les parties prenantes qui se voudraient pour la reprise de ce foncier et qui du coup bloquent potentiellement des montages qui permettraient en fait la reprise sur des pratiques d'agroécologie par rapport à d'autres. C'est pas tout à fait juste en fait. D'accord. Pas tout à fait honnête, c'est-à-dire que les SAFER en fait ont une mission d'observation des transactions foncières. Alors, je suis désolé, c'est un peu technique, mais quand on va chez un notaire pour acheter ou vendre une terre, le notaire est obligé d'en informer la SAFER, et la SAFER en informe automatiquement tous les syndicats représentatifs du département et la Confédération paysanne, entre autres, est représentatif, il me semble, dans quasiment tous les départements en France. Et donc du coup, l'information arrive au moins à la Confédération paysanne, arrive à certaines collectivités territoriales, et donc l'information peut diffuser sur les ventes, et après les syndicats, d'ailleurs en coopération ou pas avec les autres, c'est encore une fois tous ces jeux d'acteurs peuvent être un peu complexes, et de surtout pas diaboliser la SAFER ou diaboliser certains moments politiques d'alliance, même si elles peuvent être très opportunistes, peuvent fonctionner. Ce qui se passe, c'est qu'il y a plutôt des gens qui essaient de trouver des façons juridiques de contourner la SAFER, tout court. Et là, effectivement, notamment, c'est ce qu'on a appelé les montages sociétaires. Donc pareil, je suis désolé, c'est un peu technique, mais plutôt que d'acheter des terres, voilà, je vous ai dit, vous allez chez le notaire, passez devant la SAFER, il n'y a pas de... Elle a l'information, elle diffuse l'information. Là, l'idée, c'est de dire, plutôt que d'acheter des terres, on va acheter des parts sociales de sociétés qui elles-mêmes possèdent ou louent des terres. Et donc là, techniquement, on ne passe pas devant la SAFER parce qu'on ne passe pas devant chez le notaire, on fait juste une vente de parts sociales de sociétés. Donc ça, c'était un mécanisme qui était utilisé pour contourner les SAFER. Et on a réussi, il y a quelques années, à faire passer une loi qui s'appelle la loi Sans Passe-Tout, donc c'était le nom du député qui l'a fait passer, qui donne à la SAFER un droit de regard sur les ventes de parts sociales de sociétés, qui peut notamment, dans certains cas, interdire
certaines transactions en disant non, là, ça ne va pas du tout ce que vous faites, ça ne va pas vers l'intérêt général, donc vous n'avez pas le droit de vendre vos parts sociales à telle personne parce que ça va justement concentrer la terre, empêcher l'installation agricole, etc. Cette loi est excessivement compliquée, elle a plein de portes dérobées, donc ce n'est pas du tout une panacée, mais l'enjeu est plutôt... Enfin, je pense que ce travail-là se fait en 2 temps. Il y a un premier enjeu qui est de renforcer le droit des SAFER ou des autres outils qui permettent de réguler l'accès au foncier, donc d'avoir des institutions solides qui permettent de réguler l'accès au foncier, et ensuite de faire en sorte que ces outils soient les plus démocratiques possibles et les plus investis de manière plurielle et pluraliste possible. On a aussi des camarades, et notamment des camarades des soulèvements de la terre, qui disent dans certains cas, il va falloir créer des institutions parallèles où on va gérer les terres indépendamment des SAFER parce qu'on pense qu'on ne pourra pas reprendre les SAFER. Voilà, c'est des stratégies qui sont parallèles, qui peuvent être cohérentes, articulées ou pas. Mais voilà, ça se joue autour de ça. Mais si on va voir nos voisins européens, par exemple, ils nous envient totalement les SAFER aujourd'hui. Donc c'est plus ambigu et ambivalent que juste les SAFER sont aux mains de la FNSEA et donc c'est vraiment problématique. Oui, c'est ce qui est pas du tout mon discours, mais qui est plus sur le fait de dire comment est-ce qu'on occupe le terrain pour être en première ligne, en fait, sur la capacité d'action, d'information et de reprise de terre. Alors je suis désolé, Flamini, je fais un gros tunnel avec Tanguy. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est... un autre acteur dont on a peu parlé, en fait, c'est quand même les pouvoirs publics, qui a vraisemblablement un rôle et une position un peu ambivalente sur ces questions de reprise de terre, qui peut à la fois être un allié, un adversaire dans certains cas. Moi, je me posais la question, en fait, de justement comment... dans les actions de reprise de terre, donc à la fois peut-être réactive ou proactive à voir par rapport à ce que toi tu as pu voir, étudier, comment se placent les pouvoirs publics, et aussi parce qu'on parle il faudrait changer la loi, il faudrait que ce soit plus démocratique, il faudrait que les SAFER elles aient plus ça, etc. Ça passe par en fait donc changer le droit, faire passer des lois, et donc peut-être aussi occuper certains espaces dans les pouvoirs publics. Est-ce que c'est des choses qui sont tentées aussi comme stratégie à l'échelle locale, par exemple prendre des mairies, des métropoles, enfin, est-ce que ça fait beaucoup de choses. Grosse question, mais effectivement, nous, à Reprise de Terre, on est un petit peu sur cette double ligne, à la fois d'une autonomie importante par rapport au pouvoir public, à partir du moment où les constats de ces dernières décennies montrent que à la fois les valeurs défendues par les pouvoirs publics, mais à la fois les collusions avec des intérêts privés, notamment de gens qui participent plutôt soit à la machine agro-industrielle, soit vraiment à pousser un agenda très néolibéral en ville. Du coup, ça a une certaine prudence et donc à une autonomie. Et à la fois, on pense effectivement qu'il y a des enjeux très importants de transformation en interne, quoi. Donc on essaye un petit peu de tenir les deux, ou en tout cas on trouve que ces deux tactiques, quoi, se doivent de s'articuler. Peut-être que pour donner un peu un exemple qui nous fait sortir un petit peu du cas franco-français, j'aimerais bien raconter un peu ce que j'ai vu à Détroit, au sens où là, il y a une dynamique de reprise de terres agricoles pour de la subsistance par les populations majoritairement afro-américaines à Détroit, qui pour le coup n'étaient pas du tout réactives, ou en tout cas pas comme on l'entend, c'est-à-dire de lutte face à un grand projet, mais qui était plutôt une situation d'auto-organisation face à un lent déclin économique et finalement un retrait de la puissance publique très important, qui faisait que la population se retrouvait avec... à un moment, il n'y avait plus aucun supermarché dans la ville de Détroit, qui fait 3 fois la superficie de Paris. Donc pour imaginer en fait l'état d'abandon à la fois par les instances privées de l'agroalimentaire, mais aussi par les pouvoirs publics, parce que par exemple en cas de crise cardiaque, en fait les secours mettaient 1 heure à arriver, que la ville ne gérait plus le foncier, enfin il y a une accumulation en fait justement de gestion du foncier très complexe. Et là aujourd'hui on estime qu'il y a entre 1500 et 2000 initiatives de type jardin, ferme urbaine,
voilà, qui ont une ambition productive. Alors, ça nourrit un pourcentage très faible des habitants, mais néanmoins, c'est quand même, on va dire, un ensemble d'initiatives de très grande ampleur. Et en fait, qui a commencé sous forme d'une action directe assez classique, quoi, qui est de l'occupation maraîchère. C'est-à-dire que les gens ont décidé, finalement, c'était un mouvement de désenclosure. Les gens, en fait, ont ouvert des parcelles qui étaient devenues inhabitées. Donc, par exemple, des jardins de propriété individuelle. Donc là, on n'est pas du tout sur du foncier industriel et pollué, mais donc sur des terres qui pouvaient être d'assez bonne qualité. Et on commençait à planter des fruits et des légumes, à créer des associations, créer des collectifs. Et donc là, on était vraiment sur une démarche très autonome, très autogérée et aussi vraiment qui reposait souvent sur la défense d'une justice alimentaire. Donc vraiment l'idée de s'approprier sa subsistance, réfléchir à qui produit d'un point de vue agricole, qui se nourrit à partir de ça. Et avec vraiment une démarche d'éducation populaire, de transmission de ces savoirs agricoles qui se sont perdus en ville à des jeunes de ces quartiers-là, et surtout une réflexion sur la dimension raciale et avec cette idée de cultiver des fruits et des légumes qui correspondent à la culture alimentaire et notamment aux cultures alimentaires dominées, caribéennes par exemple, qui peuvent être importantes aux États-Unis. Et en fait, en parallèle, certaines personnes qui pouvaient avoir un pied dans ce mouvement associatif, mais avoir certaines responsabilités dans la municipalité, notamment au conseil municipal, on va dire qu'il y a des acteurs qui sont quelque part un peu des passeurs, des diplomates qui sont entre ces mondes-là. Et notamment, je pense à une personne qui a énormément œuvré pour changer la loi à Détroit et qui a rendu l'agriculture comme un usage autorisé du foncier, ce qui n'est pas le cas. En fait, il faut bien se rendre compte que dans les villes, l'usage agricole n'existe pas ou alors à des conditions qui sont très compliquées. Par exemple, en France, la plupart des friches sont ce qu'on appelle des ZAU, des zones à urbaniser, qui est en fait du coup un zonage qui est très permissif et qui rend possible en fait la construction des friches. Et aux États-Unis, bon, c'est un peu différent, mais il y avait en fait cet enjeu, et aujourd'hui en France aussi, à rendre possible, enfin à développer des formes de zonage et à faire passer des amendements ou des lois pour avoir des zonages à la fois qui rendent possible des usages agricoles ou une friche en libre évolution naturelle et qui sont aussi beaucoup plus protectrices. Donc voilà, donc cet exemple de Détroit nous montre aussi que là, il y a eu cette alliance un peu entre action directe et loi et que la puissance publique a eu un rôle ambigu, mais qui a permis ce changement-là. Et en France aussi, c'est cette capacité à changer les droits d'usage des sols, c'est à l'échelle de la municipalité ou ça relève de quelles compétences? Oui, c'est à l'échelle, c'est justement les plans locaux d'urbanisme, okay, donc c'est à l'échelle d'une commune ou d'un arrondissement. Et en fait, aujourd'hui, les batailles au niveau du PLU, elles sont extrêmement importantes, en fait, justement, sur les modifications de zonage. Et c'est assez difficile à obtenir. Je prends un autre exemple à Besançon, au VET, où là aussi, il y a des jardins qui sont menacés de destruction pour la construction d'un écoquartier. Et où, en fait, il y a eu de nombreuses batailles juridiques qui ont été gagnées par les associations. Mais une qui n'a pas été gagnée, ça a été de pouvoir transformer ces terrains justement avec un zonage agricole. Donc il y a là où justement on parle de tactique et de nerfs de la guerre genre très contraignante, c'est justement en fait, on pourrait imaginer aussi que les discussions autour des PLU, les réflexions sur les zonages, en fait elles soient remises sur le métier pour en fait pouvoir pousser en fait une autre vision des territoires et de l'urbanisation qui soit pas en fait justement destinée à la construction. Il y a cette idée en fait qu'en ville le foncier sert à être bâti, et ça en fait depuis De Gaulle dans les années 60, quand on regarde en fait tous les documents directeurs et même sur la cartographie, notamment il y a des collègues géographes qui travaillent, notamment Mathieu Nouchet, sur ce qu'on appelle le blanc des cartes. Et c'est hyper intéressant et hyper révélateur de comment on conçoit le foncier. Le blanc des cartes, par exemple, le terrain agricole, c'est du blanc sur la carte. Et il y a vraiment cette idée en fait qu'on va construire
dans ces interstices-là. Mais et on a bien sûr, dans la puissance publique, il y a des lanceurs d'alerte, on a des alliés, enfin je veux dire, dans les luttes, dans les témoignages qu'on a récoltés, on a retrouvé ça. Le problème, c'est que ces personnes dans les institutions, pour l'instant, elles sont plutôt en minorité, elles sont dans des rapports de pouvoir qui sont la plupart du temps défavorables. Et donc, voilà, la question qui se pose, et c'est pour ça que la bataille culturelle est si importante, quoi. C'est qu'il y a à la fois, il y a quand même une idée de massification, parce que de défense et de reprise de terre, parce qu'en face, les intérêts et les outils de nos ennemis, il faut bien les appeler comme ça, ils sont d'une puissance redoutable. Et parce que quand vous allez voir quand vous avez des discussions avec des acteurs publics, par exemple, sur une modification de PLU, justement, je sais pas, dans le cas de Besançon ou de Dijon, quel est le discours, quel est en fait, j'imagine que on est, de mon point de vue, on est sur des approches qui paraissent assez sensées et qui permettraient une certaine convergence par rapport des intérêts. Comment ça se passe en fait les discussions, quels sont les arguments qui sont avancés pour ne pas vouloir modifier? Ouais, je pense que là c'est un point intéressant cette question, parce que ça permet de montrer que en fait derrière le terme d'écologie il y a des positions et des valeurs qui sont extrêmement différentes, et en fait on se retrouve face à des manières de poser les problèmes qui sont qui manquent de nuances, de complexité, et en fait, qui sont révélatrices d'autres enjeux. Bref, je vais m'expliquer, mais peut-être pour prendre l'exemple des cas de Dijon et de Besançon, où il y a à peu près la même problématique, puisque c'est des jardins populaires menacés par un projet d'écoquartier. Donc finalement, en fait, c'est deux visions de l'écologie qui s'affrontent. Une vision plutôt d'une écologie populaire, d'une écologie du déjà là. En fait, ces terres, elles sont riches, elles ont été maraîchères, pourquoi les artificialiser, versus de l'autre côté, une écologie qui est destinée un peu plus à des classes supérieures, qui va être aussi une écologie un peu plus technique, des technosolutionnistes, on va construire des bâtiments intelligents, etc. Et en fait, qui est une version de l'écologie qui est très compatible avec un capitalisme vert et avec une manière de produire le territoire, les infrastructures et l'urbanisation qui ne nécessite pas fondamentalement de changer de logiciel. Et donc pour donner un exemple, il y a aussi cette opposition entre finalement cet écoquartier, il va permettre de densifier à l'intérieur de la ville pour créer des logements plutôt que d'artificialiser à l'extérieur. Et en fait, je pense que ça, c'est justement ce que nous, on essaye de défendre, et ce que disait Tanguy tout à l'heure, c'est-à-dire de mélange des usages, en tout cas dans certains espaces. Parce qu'en fait, moi, je pense que les habitants qui vivent en ville, ils ont aussi le droit, en fait, d'avoir des espaces habitable, et qu'en fait l'habitabilité elle doit se penser aussi à toutes les échelles, et que je pense que la question c'est pas artificialiser plutôt dedans que dehors, c'est remettre en question le logiciel de l'attractivité urbaine, du marché tel qu'il régit le capitalisme urbain, et que voilà, et que en fait ça cache des lignes de fracture très importantes. Merci beaucoup, c'est très clair. On arrive un peu à la fin de notre échange. Peut-être pour conclure, pour les gens à qui ça parle, qui veulent s'investir ou en apprendre plus sur soit reprise de terre, mais aussi ces différents collectifs et qui travaillent sur les luttes foncières. Par où commencer, comment s'engager dans ces mouvements, où les trouver, où s'informer? Si vous avez envie de participer au collectif Reprise de Terre, vous pouvez toujours nous contacter. Je ne sais même pas si on a l'adresse contact, mais il y aura certainement un lien quelque part sur un site internet qui permettra ça. Il y a forcément une lutte près de chez vous, donc on vous renvoie aussi vers la carte aux luttes de Terre de Lutte, qui me semble est toujours hébergée par reporter.net. Que je mettrai en lien du coup. Voilà, donc
Voilà, il y a les groupes locaux des soulèvements de la terre, mais vous pouvez aussi participer aux Amis de la Confédération paysanne, à tout un tas d'associations qui sont regroupées dans un collectif qui s'appelle Impact, donc avec aussi Terre de Liens. Vous avez le mouvement interrégional des AMAP. Donc voilà, tous les gens qui s'intéressent aux questions de l'agriculture paysanne, de l'agriculture biologique, il y a des choses à faire. Voilà, il y a plein de portes d'entrée. Je pense que si vraiment ça intéresse des personnes qui écoutent le podcast, je pense qu'à partir de ce qu'on a dit, une petite recherche même sur Internet peut vous mettre en relation avec des gens qui vous mettront le pied à l'étrier assez facilement. Et puis après, selon les envies, les affinités, évidemment, des uns des autres. Mais si vous êtes dans un conseil municipal et que vous avez envie de mettre en place des choses, n'hésitez pas non plus à rentrer dans un conseil municipal et à mettre en place des choses. C'est très chouette. C'est en 2026 les élections municipales, donc allez-y, quoi. C'est maintenant qu'on fait les listes. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les fachos qui aient le droit de monter des listes. Et c'est possible aussi, bien sûr, de lire le hors-série qu'on a publié, Reprise de terre dans Social Terre. Je pense que ça donne un panorama, en fait, à la fois de questions théoriques qu'on a abordées aujourd'hui, mais de plein d'initiatives dont on n'a pas forcément eu le temps de parler et qui peuvent donner des idées, en fait, assez concrètes de comment reprendre les terres, comment s'impliquer dans ces alternatives-là. On vous encourage aussi aux auditeurs à s'abonner à Fracas, qui est donc un jeune média d'écologie politique dans lequel on tient une chronique dans chaque numéro, mais c'est aussi une ressource, je trouve, justement, qui est un petit peu dans la même idée, à la fois d'outillage, mais aussi de rendre un peu ces questions concrètes et du coup de donner prise, en fait, aux problèmes qui nous habitent. Et puis peut-être qu'on peut recommander aussi la revue Terrestre, où peut-être là il y a des enquêtes plus approfondies et ça peut peut-être donner corps à ce terme d'enquête qu'on mobilise beaucoup, qui va être mobilisé de manière différente dans Terrestre en fonction des auteurs, mais qui montre un petit peu ce que c'est que peut-être à la fois enquêter de manière locale, mais en le reliant à des processus structurels. Terrestre.org, c'est une revue en ligne. Fracas est en papier. Et je recommande aussi chaudement, je suis tout à fait d'accord avec vos recommandations si ça a un quelconque poids ou intérêt. Et j'ajoute peut-être aussi la revue Silence, qui elle est mensuelle, dans laquelle il y a pas mal de chroniques justement sur la question des luttes sur la terre, mais aussi de manière générale sur toutes les alternatives. Je trouve ça assez riche aussi. Un grand merci à vous deux de vous être prêtés au jeu et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup.